Bonjour, ravi de vous retrouver sur le plateau d'APE Agir pour l'environnement, la seule émission hebdomadaire de la planète entière, entièrement consacrée à l'environnement. Évidemment, c'est sur Quasi. Aujourd'hui, on a un thème qui est pas piqué des verres, si j'ose m'exprimer ainsi. Non, on va pas parler de R2D2. Non, on va pas parler de C3PO, vous savez, les petits robots qu'il y a dans la guerre des étoiles. Mais on va bel et bien parler de D3E. Anne-Constance, c'est quoi D3E ? C'est un déchet d'équipement électrique et électronique. Donc, passer ce terme un peu bizarre, un D3E, c'est un téléviseur cassé, c'est un lave-linge, un réfrigérateur dont on ne veut plus. Et qu'est-ce qu'on en fait ? J'imagine qu'on le recycle. Voilà. Il y a des techniques ? Il y a des techniques de recyclage, effectivement, et il y a encore beaucoup de progrès à faire à Mayotte sur cette filière. C'est une filière qui fonctionne plutôt bien ? Qui est largement améliorable, je pense. Oui. Mais en tout cas, le challenge est difficile. On perd pas de temps. On attaque tout de suite cette émission avec le sommaire d'APE. Dans ce nouveau numéro d'APE, nous allons découvrir comment fonctionne la collecte et le traitement des équipements électriques et électroniques dont nous ne voulons plus. Comment ils sont pris en charge et surtout, qu'est-ce qu'ils deviennent ? Notre équipe est allée sur le terrain à la rencontre des professionnels pour nous faire découvrir en images comment ça fonctionne. Et puis on aura en plateau des invités, notamment Adrien Toualibo, directeur d'exploitation chez Enzo Technique Recyclage. On aura également Ben Mohamed Hanafi, chargé de la prévention des déchets à l'Académa. Et enfin, Ali Djaroudi, président de l'association Tsikano. Nous reviendrons en détail sur les difficultés de la filière et nous découvrirons que le réemploi et la réparation commencent à émerger. Nous découvrirons également si oui ou non c'est véritablement la solution pour rendre plus propres nos rues. Enfin, nous retrouverons Anne-Constance Onguena et avec elle nous découvrirons les chiffres clés de la filière. Savez-vous qu'un lave-linge, qu'un réfrigérateur, lorsqu'il est en fin de vie, devient un déchet dangereux ? Non ? Ben moi non plus. Une fois collectés, que deviennent ces déchets ? Ici, notamment, à Mayotte. Avant de nous en débarrasser, avons-nous réellement pensé au réemploi de ces machines ? Regardez ce reportage signé Pierre Bellucci, Daniel Dunon et Oumrati Saïd. Les D3E, déchets d'équipements électriques et électroniques, représentent tous les appareils électriques fonctionnant sur secteur, piles ou batteries. Depuis 2006, ils ne doivent plus être jetés à la poubelle et font l'objet d'une collecte sélective. En effet, un appareil électrique contient des substances polluantes qui représentent un danger tant pour l'environnement que pour notre santé. Dans les frigos, vous avez des moteurs avec de l'huile à l'intérieur, vous avez du fréon, vous avez tout ce qui est dans les nouvelles gazinières ou les nouvelles machines à laver, vous avez les condensateurs qui sont très polluants, vous avez les plaques électroniques qui sont très polluantes aussi, puis après vous avez le métal. Donc tout ça c'est de la pollution. Pollution des sols, pollution des eaux, pollution visuelle, des textes européens encadrent la collecte de ces déchets dangereux. À Mayotte, Enzo Recyclage a signé une convention de partenariat avec l'éco-organisme Écosystème. La société est en charge de la collecte des D3E sur le territoire. Le CIDEVAM fait une pré-collecte en porte-à-porte. D'accord ? Cette collecte en porte-à-porte, il l'emmène vers des centres de regroupement bien définis. Et nous ensuite, on a des équipes qui vont sur ces centres de regroupement récupérer le D3E pour le ramener ici et éventuellement le trier en flux pour le mettre dans les différents containers qui correspondent au type de flux. C'est-à-dire soit du froid, soit du gros électroménager, soit du petit électroménager. Problème, il n'existe pas de centre de traitement de ces déchets à Mayotte. Ils sont envoyés en métropole et à La Réunion. Problème, Enzo Recyclage doit attendre des notifications d'autorisation de tous les pays traversés lors de l'envoi, ce qui peut prendre de 2 à 6 mois. Néanmoins, si ces déchets d'équipements électriques et électroniques contiennent souvent des substances ou composants dangereux pour l'environnement, ils présentent également un fort potentiel de recyclage des matériaux qui les composent. À ce titre, une association a vu le jour en 2016 à Tsingoni afin d'aider à la gestion de ces déchets. On
on va travailler avec les fournisseurs en premier lieu, parce que eux, quand ils livrent, ils ramassent les machines usagées. Je travaille avec les fournisseurs et je vais là-bas récupérer les anciens, je les amène ici, on regarde, on fait un diagnostic pour voir la panne et puis on répare. L'objectif, c'est de la réutilisation derrière. Cette association d'insertion sociale et professionnelle possède une convention avec la mairie de Tsingoni. La municipalité a mis des locaux à disposition des bénévoles afin que les D3E qui peuvent l'être soient recyclés. Ceux qui ne sont plus en état d'être réutilisés ou réparables seront récupérés par Enzo Recyclage. Une machine qui arrive ici, on la nettoie, on répare et on la stocke ici. Et au plus tard, l'objectif c'est de les revendre. Exemple d'une machine qu'on a ouvert, qu'on a démonté. Comme cette carcasse est bon, on l'a gardée. On va remettre d'autres tambours et on va la remettre en état, quoi. En 6 mois, 5 tonnes de déchets d'équipements électriques et électroniques ont été collectés. 4 jeunes en insertion travaillent actuellement au sein de l'association, tandis que plus de 15 autres devraient être accueillis d'ici la fin de l'année. Par ailleurs, l'association espère travailler à l'avenir avec toutes les municipalités de l'île afin d'assurer une meilleure gestion de ces déchets dangereux à Mayotte. Merci à Pierre Bellucci pour ce superbe reportage. Retour sur le plateau d'Agir pour l'environnement avec nos invités, honneur aux dames. Anne-Constance Onguena du cabinet Incidence, bonjour. Bonjour Patrick. On a avec nous également Ali Djaroudi qui est avec nous, qui est président de l'association Msikano. Ali, bonjour. Bonjour. Patrick. On a également Ben Mohamed Hanafi, chargé des préventions déchets à l'Académa. Ben, bonjour. Bonjour. Et puis, on le connaît bien sur ce plateau, Andrien Toilibo, directeur d'exploitation chez Enzo Technique Recyclage. Andrien, bonjour. Bonjour Patrick. Messieurs, première question, elle va être pour vous Andrien, on est avec vous, on va rester avec vous. Qu'est-ce que ça veut dire démanteler un DEEE? Alors, démanteler un D3E, Oui. Ça veut dire tout simplement séparer les différentes fractions qui composent le déchet. Donc il y a le plastique, il y a la partie électronique, il y a, pour une machine à laver, il y a le morceau de béton. Donc on va séparer les différentes fractions. Donc vous démontez tout en fait là. Exactement, Ouais. tout simplement. Ouais. C'est Et ce vous- qu'on va démonter. Et vous mettez ça de côté, vous triez en fait à ce moment-là? Alors, on va pas dire trier, mais tout simplement identifier les fractions, parce qu'il y a ce qu'on appelle les fractions dangereuses, Oui. les fractions non dangereuses et les fractions inertes. Alors c'est quoi un déchet dangereux? On l'a vu dans le reportage, on nous explique que une machine en fin de vie peut devenir un déchet dangereux. Ça m'inquiète. Alors, en fait, Bien dans le micro. les D3E, ils sont classés dangereux parce qu'il y a des composants à l'intérieur qui se constituent en fait qui ont un impact important sur l'environnement. Par exemple, pour un frigo, par exemple, il y a ce qu'on appelle les CFC, les chlorofluorocarbones, ce sont des gaz qui contribuent, par exemple, au réchauffement climatique. Ah oui. Pour les machines à laver, il y a les condensateurs qui sont composés de PCB, des Ben, c'est pas facile à dire. Hein. Plurichlorobiphényl. Oui. En fait, ce sont des composants qui sont stables dans l'environnement et qui s'accumulent dans l'organisme. Donc, tous les D3E, l'ensemble des D3E jusqu'au téléphone portable sont classés dangereux du fait de leur impact environnemental. Ah, et forcément, la batterie, tout ça, notamment d'un téléphone, Exactement. ouais, ça devient évidemment dangereux. Ben Mohamed, selon vous, pourquoi les habitants abandonnent les machines à laver, entre autres, au bord des routes? Pourquoi? C'est une habitude jusqu'à présent, c'est-à-dire que peut-être ils ont conscience que si ils les abandonnent au bord de la route, c'est collecté. Ben, c'est jusqu'à présent, c'est une habitude. Il faudra qu'on sensibilise cette population-là pour qu'on puisse leur orienter là où il faut exactement pour déposer ce type de D3E. Les gens ont-ils conscience que, en tout cas, des pollutions qu'ils engendrent en déposant, en laissant ces machines à laver au bord des routes? Sans parler de la pollution visuelle, hein, mais déjà la pollution tout court. C'est pas tout le monde qui a conscience, mais une très grosse partie a quand même conscience de cette problématique-là. Ouais. Parce que qui dit voie publique dit l'insécurité, parce que c'est souvent au niveau des trottoirs et ça fait que ça dévie certains piétons à aller même voir sur la voirie. Ça peut créer des Bien dangers.
non seulement c'est des pollutions aussi qui engendrent au niveau de l'environnement tout court de l'espace urbain. Andrian, on parle de pollution. Quelles sont ces pollutions précisément ? Alors, en fait, c'est les pollutions liées, c'est des pollutions qui sont liées aux composants chimiques qui constituent en fait les D3E. Comme j'ai cité tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle le PCB, qui est un composant donc qui va s'accumuler dans l'organisme jusqu'à l'homme et qui a justement un impact sur la santé de l'homme. Il y a aussi ce qu'on appelle les métaux lourds, le mercure, le plomb. Oui. Il y a aussi les CFC, donc les gaz qui sont contenus dans ce qu'on appelle les grands froids. Donc, c'est les machines les frigos, les climatiseurs. Donc, ces gaz-là contribuent très fortement au réchauffement climatique. Et il y a aussi donc les cartes électroniques qui constituent donc justement le D3E, donc déchets d'équipements électriques et électroniques, qui sont constitués des métaux lourds, donc qui ont un impact justement dans l'environnement. Il faut rappeler que le mercure et le plomb, ce sont des métaux lourds comme le PCB qui s'accumulent dans l'organisme et qui sont à l'origine des maladies, notamment le saturnisme. Eh oui, exactement, ça c'est vrai. On l'a vu dans ce reportage, on voit un peu partout, Ben Mohamed, des cimetières de lave-linge, de réfrigérateurs ou autres congélateurs. Pourquoi ? Tout simplement, comme je l'ai précisé tout à l'heure, c'est que la population ne sait pas, peut-être tout le monde ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Ouais, mais en même temps, ils centralisent les cimetières oui. où on retrouve Et au même endroit tout un tas comme une décharge de congélateurs. Et moi, personnellement, j'estime aussi que en fait, les jours de collecte, ils ne sont pas assez suffisants. Il faudra qu'on rajoute des jours de collecte. Oui. Ça peut améliorer peut-être la situation actuelle. Andrian, c'est pour ça que ça ne marche pas correctement. Il parle de la collecte. Pourquoi la filière de recyclage, on pourrait l'améliorer ? Alors, en fait, pour comprendre la filière de recyclage, il faut aller en amont. En fait, les D3E, avant qu'ils deviennent un D3E, il y a ce qu'on appelle une éco-participation. Cette éco-participation, elle est collectée par un éco-organisme qui va justement prendre en charge cette filière. Aujourd'hui, il y en a deux à Mayotte. Il y a un éco-organisme qu'on appelle Écosystème Résidium, donc ESR, et une autre qui s'appelle Écologique. Ces éco-organismes vont organiser la filière localement, de la collecte jusqu'au traitement. Malheureusement, le problème, c'est que tout le monde doit y participer. Donc, de l'habitat lambda aux collectivités jusqu'au le site, enfin la société qui collecte et la société qui traite. Et le problème à Mayotte, c'est que tout le monde ne participe pas. On compte justement que sur la société qui collecte et qui traite et sur l'éco-organisme pour organiser l'ensemble de la filière. Et c'est là où ça devient compliqué. Mais on a quand même espoir, Andrian, que ça s'améliore, le système là ? Ça s'améliore. Alors, il y a aussi une difficulté importante, c'est le contexte insulaire de Mayotte fait que nous devons exporter les déchets dangereux vers des sites de traitement, La Réunion et la métropole. Et pour exporter, les conditions sont un peu compliquées, voire très compliquées, parce qu'il faut monter un dossier de notification qui prend beaucoup de temps et qui exige beaucoup d'éléments et fait que ça retarde notamment l'export. Si l'export est tardé, ça a un impact sur la collecte et donc c'est pour ça que des fois on a des déchets qui s'accumulent un peu partout sur le territoire parce qu'il y a un problème au niveau de l'export. Alors on nous dit que justement en termes d'export, que la Réunion ne peut pas accueillir nos déchets. Pourquoi on n'envoie pas tout en métropole ? Alors on a eu du mal au début à organiser la filière du point de vue de l'export parce que comme j'expliquais, c'est très compliqué. Aujourd'hui, on va dire l'export, ça s'arrange nettement mieux par rapport à avant, dans le sens où on arrive à gérer deux de ces notifications. Il y a une notification qui est faite à La Réunion et une autre qui est faite pour la métropole. En effet, si La Réunion, ça ne marche pas, on part directement à la métropole. Par exemple, aujourd'hui, on ne peut pas exporter à La Réunion parce que La Réunion, c'est saturé. Donc, les conteneurs qui partent à ce jour vont exclusivement en métropole. Ben Mohamed, on rappelle, pour bien comprendre la question que je vais poser, vous êtes chargé de la prévention des déchets à la CADEMA. À Mamoudzou, vous avez fait le choix de ne pas vous appuyer sur la filière de collecte. Vous avez mis en place autre chose. Expliquez-nous. C'est-à-dire un prestataire qui collecte tout type d'encombrants. Pourquoi on a fait ce choix-là ? Parce que tout simplement, c'est qu'il y a d'autres types d'encombrants qui sont aussi sur les voies publiques qu'il faudra qu'on les prenne en compte. Pour mettre un collecte spécifique lié à l'éco-organisme, il faut mettre les moyens, il faut associer la population et on a les moyens de nos ambitions. C'est tout simplement très compliqué à le faire. On a juste un prestataire qui collecte tout type de déchets. Il l'amène quelque part, il les trie, par la suite il achemine vers les différentes filières de traitement. Alors pourquoi on n'y arrive pas ? C'est quoi ? C'est juste une histoire de moyens ? Il faut mettre les moyens, c'est ça ? Financiers ?
pas tellement des moyens financiers, mais après, il faut associer surtout la population qui sont producteurs de ces types de déchets. La sensibilisation, la communication. Voilà, c'est ça qu'il faut aussi surtout. Ouais. Un autre invité, Ali Djaroudi, président de l'association Msikano. On le connaît sur ce plateau, il a l'occasion de venir. Alors vous, c'est un peu différent, c'est pas les machines à laver, c'est les textiles, mais on retrouve le même principe, c'est-à-dire le réemploi, c'est-à-dire réutiliser ces déchets textiles. Ça veut dire quoi exactement pour vous, le réemploi ? Alors, le réemploi, ça veut dire tout simplement, il y a un défi environnemental et en même temps, en fait, conjuguer un défi environnemental et en même temps, à créer en fait de l'emploi, en fait, donner une seconde vie à ces déchets-là. Donc, notamment les textiles. Notamment les textiles, mais c'est aussi vrai pour les déchets ménagers, puisque aujourd'hui, je suis aussi à la CCI, donc on accompagne des entreprises dans ce domaine-là. Donc nous, le réemploi, c'est de récupérer tous ces déchets-là et de manière à ce que ça n'aille pas à l'environnement, enfin au niveau de, donc ça pollue pas, et à créer de l'emploi. Et on travaille pour ça. Et ça fonctionne? Vous avez créé combien d'emplois, par exemple, avec votre association? Alors notre association, nous on est en fait, on met à disposition, on travaille en fait, c'est une association d'insertion. Donc on recrute en fait des gens, notamment ceux qui sont éloignés de l'emploi. Et on les met à disposition, on travaille avec des particuliers, avec des entreprises qui les embauchent. C'est pourquoi là, c'est intéressant pour ces entreprises effectivement qui sont dans le traitement en fait, des déchets-là. Nous, on peut le mettre à disposition des jeunes et c'est nous en fait, l'employé il est de nous. Donc eux, c'est plus simple en fait avec ce structure-là de gérer un employé. En fait, c'est nous qui le gérons. Eux, ils font que l'utiliser et voilà. Donc le textile, ce qu'on fait par rapport, on a pu, puisqu'on a démarré, il y a une année, et on a pu quand même récolter un certain nombre. En fait, je crois par exemple au niveau du textile, on a pu récupérer. On a pu récupérer 10 tonnes en fait la première année. 10 tonnes de la première année qu'on a pu, sur les 10 tonnes, on a pu, les 9 sont partis au réemploi. Donc ils ont été traités et puis et recyclés. Voilà. Donc il y a une tonne qui était restée et là c'est parti sous d'autres formes, avec d'autres, soit sous forme de chiffon ou avec d'autres. Voilà. Donc, Anne-Constance, le textile pollue également? Alors, pas réellement de la même manière. C'est le textile quand il est sali. Je pense par exemple au chiffon souillé d'huile et c'est la matière qui est contenue dans le textile qui pollue. Mais Monsieur Djaroudi le disait, il y a un enjeu aussi social derrière le réemploi, la réparation, le recyclage. C'est qu'on permet à des populations qui n'ont pas les moyens d'acheter des produits neufs, d'acheter des produits de seconde main et ainsi de pouvoir s'équiper. Et si on en parle par exemple de lave-linge, c'est le réemploi de lave-linge après leur réparation permet de sortir des lavandières de la rivière parce qu'elles n'auraient pas les moyens d'acheter un lave-linge neuf. C'est effectivement une idée. Andrian, Anne-Constance l'a bien expliqué, mais est-ce que c'est suffisamment répandu, ancré sur Mayotte, le fait avant de changer, d'essayer de la réparer, la machine à laver? Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises à travers des nouvelles sociétés, des entreprises, notamment des jeunes qui montent des structures pour pouvoir valoriser justement ce domaine-là du réemploi et de réutilisation des équipements parce que c'est aujourd'hui dans les autres territoires français, c'est mis en avant justement parce qu'on a besoin de ça. Le développement durable, c'est clairement ça, c'est-à-dire ça prend en compte le social parce qu'il y a des emplois qui sont créés, l'environnement parce que le déchet il est réutilisé, il devient plus un déchet, et puis l'économie parce que ça crée c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. Exactement. Donc, mais le problème c'est que faut pas qu'on puisse voir ça comme c'est la solution
pour régler le problème des D3E à Mayotte. Ouais, voilà. La solution, elle est toujours sur l'export parce qu'on a un gros stock d'historique de D3E. C'est-à-dire, c'est ce que disait Ben tout à l'heure, c'est que malgré on peut enlever tous les D3E sur la route, aujourd'hui, demain, il y en aura toujours qui apparaîtront et on ne sait pas comment. Ouais. Donc, parce qu'il y a un stock historique à évacuer. Et à partir de ce moment-là, on pourra dire qu'on va attaquer la filière et on va tendre vers la réutilisation, le réemploi justement de ces machines. Mesdames, messieurs, est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas passer par la sanction? Quelqu'un qui abandonne une machine à laver, une télé, un congélateur au bord de la route, est-ce qu'à un moment donné, il ne doit pas être verbalisé? Ali, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que à un moment donné, il va falloir y arriver. À un moment donné, il faut arriver à ça, parce que et surtout qu'on connaît bien en fait ces lieux de collecte sont connus, sont repérés. Donc, je crois que si on voulait les contrôler, on retrouverait en fait. Il suffit, c'est très simple à les contrôler. Il suffit de mettre aussi des gens là-dessus, une espèce de gardiennage et de voir et de pouvoir contrôler. Ouais. C'est tout à fait. En fait, on peut pas. On a passé à la phase en fait sensibilisation. Je crois qu'à un moment donné, il faut arriver à sanctionner. Ouais. Sinon, tout le monde les gens, voilà, tout le monde s'en fout, quoi. Ouais. Ben, vous avez entendu. Lui, il est partisan de la sanction. Et vous dites, on est encore dans la communication. Il faut informer. C'est deux discours différents. Plutôt dans la prévention. Il faudrait faire en sorte avant de sanctionner. Voilà. C'est encore trop tôt selon vous? Prévenir déjà. Mais oui, parce que la population ne savent pas ce qui se passe. Ouais. Il faudrait d'abord qu'on les réforme. Ouais. En fait, qu'on organise les filières, qu'on sait là où on voit exactement chaque type de déchet. Ben après là, on peut sanctionner par la suite, bien sûr. Ouais. Parce que jusqu'à là, personne ne comprenne. Aujourd'hui, par exemple, je prendrai le cas de la ville de Mamoudzou. On reçoit tous les déchets qui viennent d'autres communes aussi. Parce que depuis l'installation de la vidéosurveillance, cela est révélé que voilà, d'autres types de déchets viennent d'autres communes. Parce que les gens ils ont l'impression qu'à Mamoudzou, tout bouge, c'est bien organisé. Mais après, nous ici, c'est pas ça ce que nous voyons. C'est qu'il faudra qu'on voit tout ça, la réorganisation après. Pourquoi pas aller vers la sanction? Et puis, avant d'arriver à la sanction, Andrien, pour terminer, il faut qu'on soit prêt aussi. C'est bien beau de sanctionner quelqu'un qui laisse une machine à laver sur le bord de la route, mais si on n'est pas prêt, si toutes les filières ne sont pas prêtes effectivement au recyclage efficace, c'est un peu compliqué de sanctionner. Effectivement, c'est vrai que la sanction, c'est un peu la solution ultime, mais comme Ben l'a bien expliqué, en fait, il faut aller étape par étape. Il y a la prévention, la sensibilisation derrière, et surtout le fait que le déchet, le problème, c'est que la population, quand un habitant lambda dépose un déchet quelque part, considère que son travail il est terminé. Et c'est ce qui fait défaut à Mayotte. C'est qu'on est responsable de son déchet jusqu'au bout. C'est-à-dire, si on dépose sa machine à laver dehors, et qu'au bout de 2 ou 3 jours, la machine à laver n'est pas enlevée, il faut que l'habitant puisse justement y prendre le courage de contacter les services concernés, que ce soit dans sa mairie ou le syndicat, pour dire mon déchet est toujours dehors, comment ça se fait? Et à partir de là, on pourra mettre la pression aux différentes structures qui ont les compétences pour faire leur travail. Je vous rassure, c'est pas qu'à Mayotte que ça se passe. Anne-Constance, ça se passe partout en France, sur le territoire français. On connaît le volume de D3E jetés par les Français chaque année? Oui, lors de la dernière étude qui a été réalisée en la matière, c'est-à-dire 2016, on a comptabilisé 1,4 million d'objets, de tonnes, pardon, 1,4 million de tonnes de déchets d'équipements électriques et électroniques qui ont été jetés. Ça représente quand même quasiment 46 kilos par seconde de déchets jetés. C'est pas rien. C'est incroyable, 46 kilos par seconde. Et toutes ces tonnes, c'est 562 millions d'objets. Oula. Le marché du réemploi et de la réparation, on en a parlé tout à l'heure avec nos invités, représente quel volume? Alors en France, incluant les départements d'outre-mer, c'est 2,7 millions d'objets qui ont bénéficié de réemploi ou de réutilisation. Et on sait ce que ça représente en chiffre d'affaires? Bien sûr, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que ça représente à peu près 173 millions d'euros de valeurs qui ont été créées. Est-ce que tout est recyclable dans les D3E? Et si oui, quelle est la part de D3E recyclables? Alors 85% en moyenne. Dans une machine à laver, par exemple, c'est 85%. Oui, mais dans un téléviseur, c'est 95%.
De recyclables. De recyclables. Ouais. Donc, c'est composé à peu près de 50% de matière de ferraille, de matière ferreuse, à peu près 20% de plastique, et puis 10% de verre pour les 3 données qui sont les plus intéressantes et qui se recyclent vraiment très très bien. Moi, ce que je trouve positif dans cette émission, c'est qu'on est tous d'accord sur un point, c'est qu'on peut y arriver. Agir pour l'environnement au quotidien, c'est possible. En tout cas, nous, on y croit, hein, messieurs. On y croit. Oui, en fait, bon, je suis pour conclure, un petit bémol parce que par rapport aux sanctions, là, je crois qu'à un moment donné, je crois qu'il faut mener les deux. Hein. Je ne suis pas d'accord à dire que voilà, on va faire que la sensibilisation. La sensibilisation a démarré, ça fait déjà un moment. Donc là, il va falloir aussi passer à une deuxième phase et que tous ces déchetteries, ces dépôts sauvages, ceux qui vont là-bas, ils savent pertinemment que c'est sauvage. Merci beaucoup Anne-Constance Onguena, merci également Andrian qui était avec nous pour Enzo Technique Recyclage, merci. Ali d'être venu sur ce plateau. On vous recevra un nouveau, un de ces 4. On parlera des actions de la CCI pour la protection de l'environnement, parce qu'il y en a. Et puis merci évidemment à l'Académie, notamment Ben Mohamed, Anafi qui était avec nous. Merci à vous tous. Nous, on va se retrouver évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'APE. Oui, ça sera sur la même chaîne, pile à la même heure, avec d'autres invités et de nouvelles aventures.